l'astrologie chinoise et l'astrologie indienne en ce qui concerne la source de la découverte de l'astrologie. Si j'ai bien compris, en Chine, c'est vraiment basé, comme mon voisin l'avait dit, sur l'observation. Donc on regarde les étoiles, on regarde la planète, et voilà, on constate une régularité dans les phénomènes dans le ciel. Justement, on a dit le contraire. Voilà, mais on a... Madame a dit que justement, en Chine, on ne tenait pas compte véritablement du ciel réel. Oui, attendez, ok. Alors, je ne sais pas. Ok, mais c'est ce que j'ai compris. C'est très complexe. Parce non, mais dans l'astrologie chinoise, c'est justement l'astrologie par excellence qui est décalée et qui est libérée par rapport aux planètes. Alors, bon, vraiment, continuez. Mais en ce qui concerne l'astrologie indienne, c'est ça, vraiment le point que je voudrais soulever, c'est la découverte, c'est la suite et la conséquence d'une méditation intérieure, d'une contemplation par des grands rishis, comme Parasara, comme Sri Yukteswar, Paranswara Yogananda. Ces gens n'ont pas ouvert les yeux pour regarder le ciel. Ils ont fermé les yeux et par un processus d'intériorisation, ils ont découvert cette équation que le zodiaque à l'extérieur correspond à un zodiaque qui est inné dans l'être humain. D'accord? Si on appelle ça la science ou pas, pour moi, je suis complètement indifférent par rapport à ça. La troisième théorie, laisse-moi terminer. Ce qu'il y a, c'est est-ce que c'est précis? Alors, il y a le philosophe autrichien, Rudolf Steiner, le fondateur, comme vous savez, de l'anthroposophie, qui a, alors, c'est presque comme un conte de fées, je vais le raconter dans 3 phrases, comme il a vu comment l'astrologie est née. Il dit, voilà, les planètes ont précédé l'arrivée de l'homme sur la Terre. Vous êtes d'accord? D'accord? Donc, il y a des planètes déjà, depuis longtemps. Ça, c'est indiscutable. Après ça, il a dit, la planète centrale, c'était Jupiter, qui a reçu un rayon de lumière extraordinaire d'un soleil caché dans les galaxies. C'est entré par le 13e degré en Sagittaire. Et voilà, en même temps, Jupiter a émis un son, alors une vibration sonore, c'est de la musique, qui ultérieurement, dans le corps humain, selon Rudolf Steiner, je le cite, est devenu le foie. Okay? Donc, il y a là, on ne parle plus des analogies, on parle avec Rudolf Steiner d'un système d'une correspondance assez stricte. Et voilà, donc, alors, il y a le Jupiter, c'est le foie, Mars, c'est la vésicule biliaire, selon lui, qu'est-ce qu'il y a encore? La Lune, c'est l'estomac, le Soleil, c'est le cœur, les Vénus, ce sont les reins, et Saturne, c'est le skeleton. Donc ça, c'était son modèle qu'il a découvert à la suite de sa propre contemplation intérieure. Évidemment, pour les scientifiques, pour les physiciens, tout ça, ça n'a aucune valeur, mais c'est intéressant de voir, voilà, de comparer les thèmes des personnes avec sur la base de cette proposition de ces correspondances-là. Alors, il y a 3 termes, analogie, correspondance, hologramme. Moi, je crois qu'on peut même aller au-delà de correspondance plus stricte que analogie. Et hologramme, ça veut dire que, selon Hermès, voilà, ce qui se trouve en haut est comme si ce qui se trouve en bas. L'hologramme, il y a la correspondance, le lien entre les microcosmos et le macrocosmos est très très fort. Et la causalité c'est une causalité mutuelle, ça va dans les 2 directions. Alors, monsieur Awang, vous avez une formation médicale. Ouais. Donc peut-être que vous pouvez nous apporter un élément au niveau biologique. Est-ce que vous avez entendu parler de certains animaux, par exemple, qui réagissent à l'influence de la Lune, par exemple, certaines plantes, il y a des crabes, des mollusques, etc., même dans des conditions particulières assez étonnantes. Est-ce que le vivant est capable de se programmer? D'abord, il peut intégrer son environnement extérieur. La relation que nous avons avec notre environnement, notre écologie, nous pouvons dire, par exemple, l'homme, apparemment, à un moment donné, a donné de l'importance aux planètes. Donc, quelque part, il a programmé son mode de fonctionnement par rapport aux planètes. Il n'y a pas que les planètes qui lui sont tombées dessus, comme le Soleil, il y a aussi des planètes qui ne lui parlaient pas, en quelque sorte, qui ne s'adressaient pas à lui directement, et avec lesquels il a créé une alliance, il a créé un lien. Donc, quelle est la capacité de l'être vivant, ou du végétal, à intégrer son environnement et à l'instrumentaliser pour améliorer son mode de fonctionnement, par exemple?
Enfin, disons que je suis très mal placé pour vous êtes mieux placé que les autres. Pour pouvoir répondre à la question. Dans le royaume des aveugles, les bornes sont rois. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Et après, vous pouvez... Et on ne vous a pas encore interrompu, vous n'avez pas commencé. Si, j'avais commencé, on m'a interrompu. Donc, je voulais dire que je suis mal placé pour pouvoir répondre à votre question avec un niveau qui permet d'être compris selon ce que moi je comprends. C'est ça que je voulais dire au départ. Bien, si je vous parle au niveau scientifique, je dirais que je suis mal placé parce que je suis un mauvais scientifique en ce sens que j'ai constaté que la science s'est arrogée le droit d'être le seul et unique moyen de connaissance, le seul lieu de connaissance, et s'est attribué le droit de distribuer les points, bons ou mauvais points, au reste. Voilà déjà une première chose. Pour en revenir à un exemple très simple, nous sommes en train de savoir si ce que monsieur a dit est valable ou pas, et dans quelles conditions, etc. Et on ajoute toujours la petite phrase classique, c'est pas très scientifique, ou alors les scientifiques se moquent de nous quand nous parlons d'astrologie et compagnie. Moi, je regarde donc avec les yeux de l'homme Larousse, donc c'est pour ça que je suis assez mal placé, de l'homme Larousse qui voit les choses avec une certaine distanciation. Qu'est-ce que je remarque dans la science? Eh bien, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait, la simple définition de deux droites parallèles. Je suis déjà assez vieux. Quand j'étais au secondaire, on nous apprenait que deux droites parallèles sont deux droites qui ne se rencontrent jamais aussi loin qu'on les prolonge. J'avais dit ça dans un discours que je faisais comme aujourd'hui. Et il y a un scientifique, mathématicien, qui m'a repris avec violence en disant que ces anneries-là, les droites, si on les prolonge à l'infini, par rapport à l'espace, eh bien, ça peut se rencontrer, ça fait le tour, je ne sais pas quoi, etc. Il dit, voilà un exemple qui montre qu'on n'est que dans les supputations. La science se base sur un petit truc qui est très astucieux, ce qu'on appelle tout simplement les postulats. On ne parle jamais de postulats dans les autres, disons, recherches scientifiques. Seule la science attribue le droit de postuler au postulat. Et que ça signifie le postulat? Je vous demande d'admettre que ceci est un verre. Même si c'est du plastique ou autre, je vous demande d'admettre que c'est un verre. C'est ça le postulat. Et à partir de là, je vais bâtir tout mon raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on interdirait à l'astrologie de dire voici ce que je prends comme postulat et vous allez l'admettre et je construis tout un discours dessus. Ça répond d'une autre façon à votre question, à savoir sur est-ce que nous inventons, est-ce que nous découvrons, est-ce que nous ne découvrons pas. Peu importe, il y a un certain nombre d'observations qui permettent de dire maintenant, en vertu de tout ceci, je décide qu'on va admettre ça comme vrai. Et à partir de là, on construit le reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le fait aussi que, en dehors du postulat, il y a la notion de pluralité et la notion de singularité, qui sont souvent mélangées. C'est là que j'en reviens à la formation médicale. Lorsque vous parlez de la médecine, que ça signifie? Rien du tout. Mais dans l'esprit de commun, c'est quelque chose, un monstre qui a une définition, un sens et tout. Il n'y a rien du tout. Puisque de quelle médecine s'agit-il? S'il s'agit de l'allopathie, je suis dans le secteur des lois physiques, de la matière grossière, lourde. Ce qui fait par conséquent que toutes mes analyses vont se baser sur des instruments qui permettent de mesurer la matière. Donc on est dans le monde pondéral, il y a la dimension, le poids, etc. Vous allez voir un médecin, si vous avez des problèmes d'infection, il va vous prescrire des antibiotiques. Et dans les antibiotiques, comme on est dans le monde pondéral, c'est palpable, c'est visible. Donc on vous donne du clamoxyl à raison de 500 mg, tant de fois par jour, ça peut se peser, on est, je vous répète, dans le monde pondéral, visible. Vous allez voir un homéopathe, et lui il va vous dire, bon, je vous prescris tel ou tel produit, dilué des milliardièmes et des milliardièmes de fois, et vous allez me prendre ça, et ça va donner un résultat.
Qu'est-ce qui se passe quand on met un homéopathe et un allopathe face à face? L'allopathe va commencer à dire, monsieur, c'est de la fumisterie. Moi, je ne vois pas la substance. Je ne peux pas peser, je ne vois pas les molécules. Bon sang, qu'est-ce que ça a à voir là? L'autre est au niveau énergétique. Et que par conséquent, vous allez prendre une balance pour peser l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ces âneries-là? On n'est pas dans la même dimension. On n'est pas dans le même processus, on n'est pas dans le même critère de repère. Et le problème se pose à partir du moment où on confond les repères, on mélange tout, et n'importe qui va commencer à vous traiter d'idiots, de bobards, de charlatans. Ce qui fait que l'astrologie se part de ce qualificatif, de cette religion des opposants, de ceux qui sont pour l'astrologie. On attribue à l'astrologie la religion de charlatanisme. De quel droit ils peuvent vous permettre de vous attribuer le charlatanisme? Moi, dans la science, je suis dans le charlatanisme. Et quand je veux dire, le scientifique, lui, il est outré. Pourquoi lui, il n'a pas le droit d'être charlatan? Oui, donc effectivement, tout ce que l'homme... Il y a des gens qui considèrent que dès que l'homme invente quelque chose, c'est n'importe quoi. Non, je pense que l'astrologie est la preuve du contraire. L'astrologie a été inventée en grande partie par les hommes, et ce n'est pas n'importe quoi, parce que l'homme est capable de se structurer. Il est non seulement capable de structurer le monde extérieur, mais après, il se rapporte au monde extérieur qu'il a structuré, il se structure lui-même. Donc il s'auto-structure à partir du monde qu'il a lui-même structuré. Donc je crois que ça, c'est un point que j'ai remarqué depuis le temps que je fréquente les astrologues. Les astrologues ont du mal à reconnaître que l'astrologie puisse être l'œuvre des hommes, puisse être l'œuvre... Non, ils disent, oui, ils l'ont découverte. Mais non, ils ne l'ont pas découverte, parce que d'abord, ça paraît difficile. Non, ils ont défini des codes, des lois, qui, par analogie, par transposition, par assimilation. Mais il y a un petit problème, je voudrais signaler avant de laisser la parole à une personne. Par observation. Comment? Par observation. Alors aujourd'hui, le problème c'est que, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2011, nous ne sommes pas dans la situation de ceux qui ont créé l'astrologie. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire l'observation, puisque l'astrologie est déjà là. Donc si vous voulez, c'est là déjà, c'est justement remarquer ce problème. Ce qui existe au moment de la création de quelque chose ne se gère pas de la même manière que quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Puisqu'une fois que ça existe depuis longtemps, on va observer ce qui a été constitué. Mais ça ne veut pas dire que nous, qui devons observer cela, ça ne veut pas dire qu'au départ, l'objet a été observé. Par exemple, on peut très bien, un compositeur, Beethoven, peut faire une sonate, et puis après, on peut l'analyser, on peut l'étudier, on peut l'interpréter, etc. Donc, voyez-vous, il faut distinguer le temps du départ des choses, qui peuvent être tout à fait spontanées, créatives, etc. Et puis après, une fois que cette création est en place, regardez par exemple cet endroit où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes là pour y habiter. Mais quand on a construit cet endroit, il n'était pas encore là. Il y a eu un moment où cette pièce n'existait pas. Donc à ce moment-là, on était dans le temps de l'invention, de la création, et maintenant qu'on rentre dans un endroit qui existe déjà depuis 50 ans, on n'est plus dans la même démarche. Donc par rapport au même objet, on n'est plus dans la même démarche, selon qu'on est au départ de l'apparition de l'objet, et au moment où l'objet a déjà fait sa carrière, on va l'observer. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est évident que moi, si je veux avancer en astrologie, je dois observer. Mais c'est pas parce que je dois observer que je suis obligé de dire que l'astrologie est née de l'observation. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'astrologues, nous avons un devoir d'observer ce qui s'est mis en place. Mais ça ne veut pas dire que des choses ont été mises en place par observation. Il y a des sophismes comme ça, il y a des erreurs de raisonnement qui font confondre le point de départ et le point d'arrivée. Tout à l'heure, je disais une autre erreur de raisonnement qui font confondre le moment où le principe est puissant et le moment où le principe est faible. Ce n'est pas la même chose. Il y a toujours aussi ça. Il y a un moment où le principe est en plein essor, est en pleine émergence. Et puis le moment où le principe se décline, et à ce moment-là, il donne de la place à quelque chose qui est l'opposé du principe en question. La nuit étant l'opposé du jour, or en réalité, finalement, la nuit, elle est aussi bien le produit du soleil que le jour, par l'absence. Donc effectivement, là aussi, il y a des pièges, parce qu'effectivement, beaucoup d'astrologues ne sont même pas conscients qu'un principe, quel qu'il soit, génère l'opposé de son propre principe. Tout principe, du moment qu'il n'est pas là, par exemple, comme on dit, le chat n'est pas... Par exemple, s'il y a un chef quelque part dans un groupe, et le chef s'en va,
eh bien, on passe de l'ordre au désordre, par exemple. Or, c'est la même chose. Simplement, donc, je voudrais terminer sur ce point. Il y a des gens qui disent, mais il y a des planètes qui sont opposées au Soleil. Il y a des planètes dont la valeur est opposée à celle du Soleil. Mais ça n'a pas de sens. Puisque le Soleil lui-même, par son propre déclin, par sa propre nuit, génère son opposé. Donc je n'ai pas besoin d'inventer quelque chose qui viendrait s'opposer au Soleil, puisque le Soleil lui-même comporte sa propre contradiction. N'est-ce pas? Le fait, par exemple, comment je suis à l'état de sommeil, c'est la contradiction de l'état de veille. Or, c'est la même personne. C'est le même principe qui est dans la dualité. Or, finalement, je vois beaucoup d'astronomes qui ont du mal à penser la dualité. Tout principe, il n'y a pas de principe unitaire, il y a toujours un principe duel. Le principe, c'est toujours, il est là, il n'est pas là. À un moment donné, il n'est plus là. Et donc, il n'est plus là, il y a une force opposée à la sienne, à celle qui est. C'est comme le mal et le bien. C'est Tilly. L'astrologie, c'est avant tout, c'est-à-dire une perception de l'apparent. C'est de l'apparent avant toute chose. Et si nous vivons dans un monde, à l'heure actuelle, qui est avec un exemple de la perspective, c'est-à-dire que vous avez une perspective qui nous anime au niveau de nos yeux, c'est pour autant pas la réalité, puisque si vous prenez un objet qui est éloigné, il nous paraît beaucoup plus petit, mais en réalité, cet objet, il est pourtant avec une dimension qui ne peut pas se rétrécir, donc c'est une perception. Donc l'astrologie, c'est avant tout une question d'apparence, de perception apparente. Alors c'est pour cette raison, entre autres, là je rajoute vite fait, c'est pour cette raison que les anciens n'ont jamais placé le Soleil, c'est-à-dire au centre du système solaire, et qu'ils l'ont placé à la place de la Terre. Là, ce serait encore tout un discours que je pourrais faire à ce niveau-là, parce qu'on est dans un principe qui est d'abord, avant toute chose, de l'apparent. Voilà. Tout est apparent. Donc, quand vous me dites que le soleil il peut créer de la nuit, oui, mais non, parce qu'on n'est plus dans le système apparent qui nous anime. Et il faut rester dans cette analogie, c'est-à-dire de ce qui nous est apparent. Mais la cyclicité, alors, la cyclicité, le principe même de la cyclicité. Tout à l'heure, vous avez confondu une chose que je relève, j'en profite, oui, parce que sinon, vous allez prendre... Ah oui. Mais vous confondez, je pense, le principe et l'application de ce principe. Donc le principe, c'est une chose, c'est un concept. Et le concept, alors là j'en reviens tout à l'heure à ce qu'on disait au niveau des origines de l'astrologie, à savoir que les anciens ont conçu justement un concept et un principe qui nous a été transmis sous une forme plutôt d'application. Donc ça a été dénaturé, ça a été plus ou moins transformé, ça a été généré d'une certaine manière, mais ce qu'on a perdu, nous, pour autant, c'est le principe, c'est le concept, justement. Et donc, moi, c'est un petit peu ça qui m'intéresse, c'est de revenir aux sources, aux origines, aux principes même. Voilà. Absolument. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mot qu'on n'a pas employé jusqu'à présent, c'est le mot cyclicité, qui est un mot fondamental de l'astrologie. Le mot cyclicité, je ne sais pas quelles sont les théories des uns et des autres sur la notion de cycle, parce qu'à mon avis, d'une certaine manière, au niveau de l'image de l'astrologie, je crois que si l'astrologie, elle est quand même censée nous parler de cyclicité. La cyclicité, ce sont les dates, ce sont les périodes. À mon avis, c'est la notion de cyclicité, elle est complètement au cœur de la pensée astrologique, au cœur de ce que l'astrologie peut apporter au monde, c'est de faire comprendre qu'il y a des cycles. Ça veut dire quoi des cycles? C'est-à-dire qu'on passe par des phases successives. Que le même cycle, la même histoire, le même parcours va forcément rencontrer des processus inverses dans son cheminement. Donc effectivement, un cycle, si on met quoi que ce soit en cyclicité, on va forcément développer au cours de cette cyclicité des valeurs opposées. Hein? Et donc le cycle lui-même est porteur de sa propre dialectique. Et à partir de ce moment-là, par exemple, moi, je sais pas, moi je m'intéresse par exemple à Saturne. Bon, ben, il y a des moments où Saturne est fort et il va produire certaines choses, et quand il est faible, eh ben, il y aura un manque quelque part. Et ce manque, ça va aussi être une réalité, une réalité qui sera qui sera saturnienne, paradoxalement, parce qu'elle sera liée au cycle de Saturne,
mais elle sera l'opposé de Saturne, parce que ça sera le moment où le cycle est le plus faible, et où donc Saturne est le plus faible. Donc quelque part, c'est la roche tarpéienne et proche du Capitole, quelque part, dès que vous prenez un principe et que vous le mettez en cyclicité, à un moment donné, ce principe va donner exactement l'opposé de ce qu'il est censé être, puisqu'il va créer une présence, et au moment où il se retire, c'est comme l'enfant qui il rencontre le père ou la mère, à un moment donné, la mère se retire. Ben, c'est pas la même chose. Le retrait de la mère, c'est pas la même chose que la présence de la mère. Donc effectivement, et donc à partir du moment où on a compris cette notion fondamentale de cyclicité, on se pose des questions. Parce qu'on se dit, mais alors, au fond, l'astrologie, elle pourrait être très simple, puisque déjà, un seul facteur peut déjà générer, un seul facteur qu'on met en cyclicité peut déjà générer peut-être 2, 3, 4 situations différentes avec un seul facteur. C'est le problème de ce qu'on appelle en science le principe d'économie. Effectivement, à la limite, je peux très bien décliner un même facteur, je prends un exemple limite, sur 12 signes, et sur ces 12 signes, il va générer successivement des énergies, des forces différentes, qui pourront effectivement être associées à des concepts différents, à des yeux différents, je dirais Manilius, à des valeurs différentes, mais toujours autour d'un seul et même principe. Là, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'astrologie monoplanétaire, effectivement. Bon, c'est pour vous donner un exemple total. Mais probablement, quelque part, cette astrologie monoplanétaire, elle a existé, puisqu'on a la théorie des domiciles des planètes qui, justement, permettent d'attribuer, lorsqu'un facteur évolue au cours de son propre cycle, il va actualiser les valeurs de tous les dieux de tous les dieux du Panthéon. Donc la question que, ça va vous stupéfier ce que je suis en train de dire, mais en fin de compte, avec un seul facteur dont on détermine correctement les étapes successives, on va générer des situations complètement différentes à partir d'un seul facteur. Or, les astrologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas ça. Ils disent, voilà, vous voulez expliquer ça, eh bien on va prendre telle planète. Vous voulez expliquer ça, on va regarder telle planète. Alors qu'en réalité, une seule planète, un seul facteur dont on étudie, dont on structure le parcours d'après un certain nombre de subdivisions. Tout à l'heure, on va parler avec M. Guinard de la domification et des 12 maisons. Le fait de faire circuler en astrologie une planète à travers 12 secteurs génère déjà une très grande diversité. Une telle diversité, à la limite, qu'on ne voit même pas forcément l'intérêt d'ajouter X planètes, puisqu'en fin de compte, une seule... Alors là, vous vous rendez bien compte que si l'astrologie, mais je vous dis ça comme ça en passant pour vous informer, que l'astrologie du XXIe siècle pourrait être effectivement une astrologie qui reviendrait à cette articulation d'un seul cycle organisé autour, par exemple, de Saturne ou d'Uranus ou de Pluton ou de tout ce que vous voudrez, qu'on ferait passer à travers une série de secteurs qui ont chacun leur particularité, qu'on pourra définir, conceptualiser, associer à des divinités, associer à tout ce qu'on voudra. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que sur l'ensemble des planètes, il peut y avoir une planète qui est la planète qui est véritablement activante sur le plan cosmique, et les autres planètes ne sont que des avatars de cette planète, ne sont que des principes de cette planète, ne sont que des représentations d'énergie qui n'ont pas forcément à être incarnées au niveau planétaire. C'est qu'en fin de compte, la question qui se pose, c'est est-ce que la mythologie n'est pas plutôt là pour articuler les secteurs d'un cycle que pour désigner des planètes? En fin de compte, il n'y a qu'une seule planète et toute la mythologie, toute la mythologie pourrait servir à articuler le cycle d'une seule planète et non pas à définir le rôle de chaque planète. Madame Moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Pardon? Mais je vous en prie, alors vous vouliez dire quelque chose avant de partir? Non, pas du tout, sauf que j'étais ravie de participer. Eh bien, oui, bien sûr. Bah, écoutez, on a été très honorés de votre présence. Mais je voulais quand même, excusez-moi, parce que tout à l'heure vous avez dit quelque chose et je n'ai pas pu répondre parce qu'effectivement il y a tellement de... On parle dans tous les sens. Donc vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup provoqué, qui m'a interpellé et que je crois qu'on a laissé, parce que je crois qu'il faudrait quand même qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on entende les nuances des uns et des autres. Vous avez dit des choses de très subtiles qui est passé inaperçu, à mon avis, parce que chacun veut... Bon, c'est-à-dire que vous avez dit, au fond, les gens lisent leur horoscope, et c'est le même texte, mais chacun le comprend pour lui-même. Bon, ça c'est déjà tout un... Ça aussi c'est un principe d'économie. Vous vous rendez compte? On écrit un seul texte, et tout le monde comprend ce qu'il veut. Voyez-vous, donc là, non, je caricature, mais je veux dire que vous voyez bien que quelque part, il y a aussi la tentation, la proposition pour l'astrologie
de fonctionner avec des moyens extrêmement simplifiés et minimaux. C'est le problème, ce qu'on appelle l'astrologie minimaliste. Là, je viens de vous parler d'une astrologie minimaliste A, qui consisterait effectivement à utiliser un seul facteur et à le faire passer par des différents secteurs. Et là, Madame Michel de Silva nous parle d'une astrologie où, à la limite, pour exagérer, je pourrais écrire un seul texte et que chacun le comprenne à sa façon, à sa manière, l'intègre. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi que ce texte? Donc à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'écrire X texte, X interprétation de thème, etc. On aurait un seul texte et l'astrologue serait là, comme vous l'avez semble-t-il dit, mais peut-être pas. Il serait là pour expliquer, pour aider la personne à se retrouver dans ce texte en question, qui est un texte collectif, mais dans lequel elle va devoir trouver ses propres significations. Oui, mais bon, le travail de parce qu'elle va partir. Mais le travail de l'horoscope, il est forcément plus limité que celui oui, de la... mais il existe quand même. C'est pas la même approche. Voilà. C'est pas la même approche. D'accord, mais malgré tout, c'est quand même important que ce soit dit. N'est-ce pas? Que ce soit dit qu'on peut... Parce que vous comprenez, Madame Carmandi, on peut toujours améliorer, augmenter, prolonger, etc. Mais il est bon aussi de savoir qu'on peut travailler des choses simples. Maintenant, après, il y a une astrologie qui peut fonctionner de manière relativement simple. Ben, après, on peut brancher des choses plus complexes. Voilà, c'est ça. C'est que quand on écrit un horoscope, on utilise un nombre de paramètres astrologiques beaucoup plus limité que dans le cadre d'une consultation. Mais c'est pas plus mal, à mon avis, de toute manière. C'est ça, mais c'était déjà une première approche. Voilà. C'est-à-dire qu'après, on peut considérer qu'une fois que les gens ont vu leur horoscope, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent passer à la consultation individuelle. C'est très général et ça peut concerner un nombre réduit de béliers, par exemple, parce que les configurations astrales, je n'ai rien contre l'horoscope qu'on lit, on lit tout dans les journaux, c'est amusant et parfois ça marche. Et voilà. Sauf à dire que c'est vrai qu'il y a des grandes configurations qui vont toucher plus particulièrement tel signe, etc. Et que ça peut marcher sur un bélier, par exemple. Sauf que ça peut ne pas marcher pour la voisine qui est bélier parce que ça ne va pas du tout toucher des planètes qui sont dans son signe. Donc c'est très général, c'est intéressant, c'est amusant et ça peut marcher dans un certain nombre de cas. On se base sur le soleil. Oui, mais on pourrait dire aussi, Madame Sylvain Jo, on pourrait dire aussi, enfin, je crois que je répondrai de manière un peu plus nuancée, je dirais que ça peut marcher pour tout le monde à un certain niveau, mais à partir d'un certain moment, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et deuxièmement, je suis obligé de dire que, mais là c'est ma position, elle n'engage que moi, que déjà, si on arrivait à baser l'astrologie sur des choses relativement simples comme celle-là, ce serait déjà pas mal. Parce que il est évident que cette astrologie-là dont on vient de parler, elle est relativement simple, mais toute la question est de savoir si l'astrologie a vocation à aller plus loin. Ou si c'est plutôt d'autres sciences comme la psychologie, la psychanalyse qui sont censées prendre le relais. Et là, toute la question est là. Tout à l'heure, j'en parlais au début de cette réunion en disant, je crois que vous n'étiez pas là, en disant qu'à un moment donné, l'astrologie se trouve écartelée entre une vocation. Est-ce qu'elle a principalement comme vocation, d'ailleurs c'est intéressant, est-ce qu'elle a d'abord pour vocation finalement d'étudier le collectif, et puis quand cette structure collective se dissout, on tombe dans l'individuel, comme on est tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fameux cyclicité, c'est-à-dire qu'il y aurait une cyclicité de l'astrologie, c'est-à-dire l'astrologie dans son principe serait de l'ordre du collectif, mais quand ce collectif se dissout, on retombe dans l'individuel. Donc, fin de compte, l'astrologie de l'individuel serait le revers de la médaille de l'astrologie collective. Quand le processus collectif n'arrive plus à tenir l'attention... Non, mais elles ne sont pas dissociables, puisque justement, c'est le revers, c'est-à-dire que c'est le... Là, on pourrait dire en plaisantant que de la même façon, pour revenir à cette fameuse image du jour et de la nuit, lorsque l'astrologie est en sa pleine plénitude, elle serait de l'ordre du collectif, elle nous parlerait du global, et quand effectivement cette pression du global et du collectif décline, s'affaiblit, à ce moment-là, il y a une dissolution, il y a une dispersion des énergies, et à ce moment-là, on retombe dans la démarche individuelle. Vous voyez, donc tout ce que nous sommes en train de dire, c'est complètement cohérent. Mais pourquoi les énergies se mettent dans la coïncidence? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à un moment donné, attendez, si on considère qu'il y a un aimant, il y a un aimant qui unifie et qui rassemble, au moment où cet aimant ne fonctionne plus, eh bien les valeurs de rassemblement ne fonctionnent plus. Voilà, c'est tout simplement ça. S'il y a un élément central qui attire par gravitation, et à un moment donné, il passe par une phase, prenons par exemple quelqu'un qui aurait un rôle à jouer dans un groupe, et puis il va dormir. Ben, pendant le moment où il va dormir,
eh ben, ça ne se passera plus comme quand il était en éveil. Donc il y a quelque chose qui va se défaire. Ça, c'est quand même, je suis désolé de dire, mais alors, on est quand même obligé de revenir sur une chose fondamentale. C'est une loi fondamentale de l'astrologie. Il y a un moment, comme disait Jean Carteret dans les années 60, il y a la présence et l'absence. Il y a un moment donné où l'astrologie, il faut pas confondre la présence et l'absence. La présence, l'astrologie nous parle d'une présence cosmique, d'une énergie cosmique qui unifie. Et puis quand effectivement cette présence se dissout, se met en sommeil, on crée une autre réalité qui n'est plus du tout la même. Ou à ce moment-là, ce n'est plus... Prenons le cas actuellement de ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte ou en Libye. Dans quelques temps, ça va se défaire tout ça. L'énergie collective ne va pas durer indéfiniment. En astrologie, rien ne dure indéfiniment. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bien, tous ces personnages-là qui ont dépassé leur individualité, qui se sont transcendés, qui se sont regroupés, eh bien, tout ça, ça ne va plus fonctionner. Oui, mais ils vont se retrouver en tant qu'individus ayant leur propre parcours, leur propre destin. Voilà. Je suis d'accord, voilà. Mais le travail de l'astrologue est finalement d'étudier les forces et les faiblesses de l'individu, de la collectivité, de la société. Je veux dire, les forces et les faiblesses. Quand on est en phase diurne de l'astrologie, là actuellement nous sommes dans une phase diurne de l'astrologie, si on peut dire, au niveau collectif. Oui. Donc effectivement, à ce moment-là, les destins individuels sont mis entre parenthèses, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est plutôt une astrologie du collectif qui va fonctionner. Et quand cette astrologie, quand les énergies de cette astrologie, c'est-à-dire centripètes de rassemblement, vont décroître, à ce moment-là, il va devoir utiliser l'autre outil, qui est l'outil de l'astrologie individuelle. Donc là, voyez-vous, on a introduit la cyclicité dans la conception même qu'on a de l'astrologie. À ce moment-là, quand vous parlez de l'astrologie de cette façon-là, vous êtes cohérent. Vous dites, voilà, l'astrologie, normalement, à la base, elle est là pour nous parler du mondial, du collectif. Oui, mais il y a des moments où ce processus-là ne fonctionne plus. Il est en éclat, il est en éclipse. Donc à ce moment-là, eh ben, on prend à la place, on utilise un autre outil qui vient remplacer l'outil principal et qui est un outil qui va analyser justement la diversité des particularités, des particules, j'allais presque dire, qui vont effectivement prendre leur indépendance, elles ne vont plus être soudées, ne vont plus être solidaires, et donc il va y avoir une dispersion des énergies. Et à ce moment-là, il faut, pour gérer cette dispersion des énergies, il faut le thème natal. Madame Verne. J'ai beaucoup de mal à comprendre où vous voulez nous emmener. Moi, j'ai l'impression qu'on fasse de l'astrologie mondiale ou individuelle. Tout dépend de où porte notre regard. Si on veut faire une analyse mondiale, on fait une analyse mondiale. Si on veut faire une analyse individuelle, on fait une analyse individuelle. Je ne vois pas en quoi l'un est l'opposé de l'autre, ou l'un serait la fin d'un cycle de l'autre. C'est tout lié, interconnecté. Mais oui, mais il faut mettre en cyclicité tout ça. Tout ça, c'est en cyclicité. Je comprends bien votre proposition de cycle et d'extrêmes opposés. Je la comprends très bien. Mais pourquoi opposer le mondial à l'individuel? Je crois qu'on ne l'a pas opposé, madame. Je crois que vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne comprends pas ce que je dis. Non, mais justement, donc vous ne comprenez pas, donc vous l'avez reconnu, mais donc je vais vous expliquer que vous n'avez pas compris. On n'est pas en train d'opposer, de même qu'on n'oppose pas le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit, mais ce n'est pas au même moment. Il n'y a pas en même temps le jour et la nuit. Il n'y a pas en même temps le soleil et la lune. On est simplement en train de dire qu'il y a comme dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Bon, il y a un temps où il y a le rayonnement majeur de la valeur cosmique qui effectivement va unifier. Parce qu'a priori, quand même, le cosmos, le soleil est là pour unifier. Et quand cette force d'unification décline, c'est le moment où, effectivement, il y a une labellisation, c'est le moment où, effectivement, il y a une diversification qui se produit. Et cette diversification elle-même, elle est remise en question quand une nouvelle énergie centralisatrice réapparaît. C'est-à-dire que si un astrologue ne comprend pas cette notion de cyclicité et ne l'a pas parfaitement intégrée à tous les niveaux, eh bien, il y a quelque chose qui manque dans sa formation. C'est un principe fondamental de comprendre cette cyclicité. Et pour parler de l'astrologie, une fois que vous avez compris la cyclicité, vous en parlez de manière beaucoup plus facile. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, voilà, tout à l'heure, je vous disais, il y a un temps pour élaborer l'astrologie, il y a un temps pour la découvrir. C'est pas contradictoire. Tout à l'heure, on disait, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il y a un moment où, effectivement, les choses se mettent en place. Donc là, il faut le voir dans une mise en place. Il y a un moment donné, elles sont en place, je vais devoir comprendre ce qui s'est mis en place. C'est pas contradictoire. C'est pas le même moment. Comme disait Madame Darmandy, l'astrologie, elle nous permet de parler du temps. Eh bien, le temps, il a une histoire, le temps, il a une évolution, il a une cyclicité.
Ce qui est vrai au moment A n'est pas vrai au moment B. Cette astrologie, telle astrologie qui vaut pour le moment B ne vaut pas pour le moment A. Telle approche, tel discours sur l'astrologie pour parler de l'astrologie d'aujourd'hui n'est pas valable pour parler de l'astrologie d'hier. Parce que l'astrologie des origines, ce n'est pas l'astrologie qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien obligé, pour comprendre ce qu'est l'astrologie, d'observer ce qui s'y passe, d'observer ses effets. Parce qu'on n'en est plus à l'époque des causes. Le temps des causes n'étant plus. Quand c'est le temps des causes, eh bien on est dans le domaine de la cause. Et quand on est dans le domaine des effets, on est dans le domaine des effets. Les effets, ça s'observe, les causes, ça se déclenche. Donc c'est pas la même logique. Mais elles ne sont pas contradictoires, simplement, elles alternent, elles sont en succession l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est quand même relativement simple. Monsieur Mittelstadt. Je dois partir malheureusement. Eh bien, voilà. Merci beaucoup pour votre invitation, c'était très intéressant. Mais je suis très honoré, puisque vous êtes la seule personne, je crois, que je n'avais pas rencontrée avec Mme Verne. Et donc, bienvenue au club. Donc, merci d'être venu de l'avenue Victor Hugo. D'accord. Okay. Vous êtes d'origine allemande, je crois. Oui. Est-ce que vous avez appris l'astrologie en Allemagne? Ou est-ce que vous avez appris sur place en France? Comment? En Inde. En Inde? Ah oui, d'accord, c'est cela. Donc vous avez vécu en Inde, en fait. Vous êtes un astrologue hindou, en fait, presque, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est... bon, alors, justement, je crois quand même que c'est un peu dommage que vous partiez, parce que, justement, le problème du sidéralisme et du tropicalisme est un sujet tout à fait passionnant, en tout cas qui me passionne, et on n'en a pas parlé, donc on en parlera sans vous, mais oui. Peut-être que, malgré tout, sur ce sujet-là, pouvez-vous, avant de partir... comme on dirait la flèche du parc, que pourrez-vous, avant de partir, nous dire des choses en faveur du sidéralisme contre le tropicalisme? Ah, je crois, non. Non, mais ma question est un peu provocatrice, mais simplement... Il y a vraiment deux approches différentes. Oui. Donc on va essayer de comprendre la signification, parce qu'encore, bon, c'est pas le thème vraiment du colloque, mais je pense que cette question des rapports entre tropicalisme et sidéralisme, elle est extrêmement intéressante, et je pense qu'on va en parler, mais si vous ne voulez pas en parler, vous n'en parlerez pas, il y a d'autres personnes qui en parleront. Très bien. Alors, à la prochaine fois. Mais en tout cas, vous verrez la suite du colloque à la télévision, donc de toute façon, vous serez des nôtres quand même. Donc vous étiez présents, maintenant vous allez vous absenter.